Hello, hello, hello! Je vais attendre que vous vous connectiez, puis que Sébastien me fasse une demande. Hey, Caro, tu peux m'amener un verre d'eau? Hey, moi, je cours sans arrêt. Allô, allô, ça commence à rentrer au poste. Je cours sans arrêt. Hey, porter ma fille à l'école, aller la chercher, avoir un rendez-vous. Elle dit, ça finit plus, ça finit plus. Puis là, je suis arrivée à 11h58. 2 minutes pour me préparer pour le live. Mais si une couette, ce sera. Une couette, un t-shirt, let's go. Allô, Sébastien? Sébastien, je viens de voir. Merci. Sébastien, je viens de voir que tu t'es connecté. Faites participer. Ah, regarde, je pourrais peut-être faire ça. Je sais pas si envoyer. Je t'ai envoyé l'invitation. Oh mon Dieu, merci, Caro. Ça fait plaisir. Est-ce que Ah oui, ça fonctionne. Tu ça m'entends? fonctionne? Oui, super. Hey, je n'étais pas certain, c'est la première fois que je Ah fais un oui? live où quelqu'un m'invite. Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours fait des lives tout seul sur mon groupe Facebook. Et puis, ben, merci. Je comprends comment ça Ben, marche maintenant. j'ai l'honneur d'être la première avec qui tu fais un live. Oui, ben oui, absolument. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas populaire ou les gens ne m'invitent pas pour des lives. Ils savent que je suis comme une espèce de vieux dinosaure technologique. Fait qu'ils Pourtant, ils ont t'es tellement peur pas que un ça ne dinosaure fonctionne pas. technologique. Non, je fais des blagues, mais sérieusement, ça fait pas longtemps que j'ai un portable. J'ai très, très longtemps résisté à l'idée qu'on peut être joint 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'avais Je comme te envie comprends. d'avoir ma vie intime. Puis je voulais pas de sel. Fait que Oui. c'est pour ça que je dis que je suis un dinosaure, là, au sens où un téléphone Puis portable, c'est un là, petit peu plus maintenant que récent tu as un dans ma vie. téléphone portable, est-ce que tu l'amènes partout avec toi? J'imagine que non. Ben oui, C'est j'ai plus de terminé. vie Ciao, personnelle. Lève. C'est Ciao. terminé. Je veux dire, genre à 3 heures du matin, je réponds à des questions sur mes Ah, étudiants ou les tu gens sur comprends mon le buzz. Facebook, là. Hey, allô tout le Ouais, monde, ça exact. commence à rentrer. Je vous présente Sébastien Michel, un grand tarologue, un grand enseignant, astrologue également. Sébastien Michel a été mon premier enseignement pour les ordinatoires et Sébastien, moi, je t'avais choisi. J'avais choisi ton école parce que ce qui m'interpellait, c'était vraiment l'aspect de coaching, puis qui n'était pas figé dans l'espèce de fatalité de mon Dieu, c'est ça qui Ouais. se passe dans ta vie, puis ça va être de même. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler? Ah non, Je c'est trouve ça ça. Fait tellement que j'aimerais ça important, si là. tu peux nous parler un peu de justement ton approche qui est astrologie, tarot de coaching. Mais oui, tout à fait. Quand j'ai appris le tarot, je l'ai appris vraiment à la façon classique, lecture de l'avenir. Puis pendant mes premières années de consultation professionnelle, je faisais vraiment juste ça. Je faisais vraiment juste lire l'avenir pour les gens qui venaient me voir. Sauf que je me suis rendu compte très, très vite qu'il y avait des gens qui prenaient l'avenir, des gens en mode coaching, conseil. Puis ce que je veux dire, c'est que des fois, je vais dire à quelqu'un, ben, je sais pas, moi, votre entreprise, il y a des difficultés, vous n'êtes pas capable d'aller chercher de nouvelles clientèles, puis là, vous allez traverser des moments difficiles à cause de ça. Puis il y avait des gens qui partaient avec vraiment une idée fataliste. Ah, mon entreprise va aller mal, il n'y a rien à faire. Puis il y avait d'autres personnes qui partaient avec une idée que, OK, le tarot m'a dit que j'avais des difficultés à renouveler ma clientèle. Fait que je vais faire un effort, je vais poser un geste pour changer ça. Puis là, il venait me voir, il avait corrigé le problème, puis il était content parce qu'il y avait ce sentiment que le tarot les avait aidés à faire ça. Puis c'est au travers de mes clients vraiment que je me suis mis vraiment à développer le coaching parce que je me suis fait la réflexion à ce moment-là, si le client peut entendre l'avenir et commencer à changer des choses, mais est-ce qu'on aurait pu aller plus loin durant la consultation? Et est-ce qu'on aurait pu demander au tarot non seulement s'il allait avoir des problèmes dans son entreprise, mais aussi est-ce que le tarot suggère des solutions? Est-ce que le tarot en lui-même a une idée de comment on peut renouveler la clientèle, de comment on peut changer les choses? C'est comme ça que le tarot de coaching est né. C'est vraiment grâce à des clients.
Puis bon, probablement par ma propre philosophie, parce que je suis quelqu'un qui pense comme ça dans la vie. Là. Je ne vois pas la vie comme quelque chose de fataliste. Là. Je pense qu'on peut se relever nos manches, travailler, puis corriger des Ouais, choses, puis Sébastien. Puis dis-moi, je s'améliorer. suis un petit peu curieuse, là, avant qu'on entre dans le vif du sujet de parler des cartes, là. Je me posais la question, tu sais, on avait déjà fait une entrevue pour la station de radio là, que j'animais. Puis à ce moment-là, tu sais, je pense que tu regardais pour t'acheter une maison. Tu venais juste de t'acheter une maison, puis tu m'avais dit que c'était spécial parce que tu n'avais comme pas lu les cartes. Mm. Tu avais vraiment suivi ton intuition. Puis je me demandais, là, par rapport à ça aujourd'hui, tu sais, pour ta propre entreprise, est-ce que tu te tires encore les cartes ou tu cernes déjà dans l'énergie? Je me tire encore les cartes. D'ailleurs, une précision à propos de la maison. Je ne m'étais pas fait Ah, de tirage divinatoire pour la maison. C'est-à-dire que je n'avais pas demandé au tarot est-ce que je vais trouver une maison. Mais j'avais bel et bien, par exemple, demandé conseil au tarot pour avoir un peu ces stratégies pour arriver à OK. trouver un endroit où je serais bien qui fonctionnerait pour moi. Donc, j'avais quand même utilisé OK. le tarot pour m'aiguiller dans cette démarche-là. Mais effectivement, aujourd'hui, je dois avouer que plus que 95% du temps, quand je me fais un tirage de tarot, je le fais vraiment en mode pur coaching. Je ne vais plus regarder l'avenir, je ne commence pas par savoir ce qui s'en vient, je commence dès le départ en prenant mon jeu de tarot et en disant, OK, qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne? C'est un projet qui est important pour moi, tarot, aide-moi à ce que ce projet-là fonctionne. Je pense que c'est vraiment comme ça maintenant que j'utilise dans Merci ma vie beaucoup, quotidienne. Sébastien. C'est vraiment. Ben, je trouve que c'est un honneur, mais c'est de t'avoir avec nous autres, mais c'est aussi comme c'est inspirant de savoir que vraiment tu es comme partie de ta propre philosophie. Un peu, c'est sûr que tes clients t'inspiraient, mais je trouve que c'est une grande force, tu sais, puis ça doit peut-être aller avec ton soleil en verso qui fait que tu sais, les normes et tout ça, tu dépasses Oui, ça, ta marginalité. je Ah, vais ben faire c'est les ça, choses ben à c'est ma manière, parfait, c'est c'est certain. parfait. Je vais juste dire bonjour. Oui. D'ailleurs, je dis souvent aux étudiants, Oui. Marilyn, si je peux me permettre, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être ça en faire un métier ou en tous les cas à temps partiel, mais qui auraient vraiment envie d'avoir une pratique professionnelle. Je dis toujours à mes étudiants, c'est certain que je vous forme à ma méthode, c'est normal, vous venez me voir pour ça. Tu sais, je vais vous donner comme tous les outils nécessaires, mais éventuellement, pour avoir du succès dans les arts divinatoires, il faut aussi qu'on suive notre propre parcours. On va chercher un professeur. J'ai eu des professeurs. C'est vraiment important d'avoir une bonne formation. Mais il arrive un certain moment aussi où on va attirer notre propre clientèle. Alors, il faut vibrer dans notre philosophie, dans notre manière de faire pour recevoir une clientèle qui nous correspond. Sinon, pour avoir du succès, on pourrait être malheureux. On C'est pourrait comme ça. avoir une clientèle qui ne nous correspond pas du tout, puis en quelque part pas sentir qu'il se Oui, passe c'est un quelque très chose bon conseil. Puis de d'intéressant. pas Là. aller, de pas avoir peur aussi d'aller chercher différentes formations pour comme se découvrir à travers ça, puis faire ah ben moi je prends ça. Puis moi j'avais trouvé le fun Oui, de partir avec ta technique parce que tu sais, t'es quand même, en tout cas, tu me diras si je me trompe, mais tu me sembles quelqu'un d'assez cartésien. Tu sais, assez. Fait que c'est net, oui. c'est clair, tu sais, c'est bien tout ce que tu dis. Il y a comme toute une recherche autour de ça. Fait que si jamais il y en a parmi vous qui se posent la question, qui aimeraient se lancer, les formations de Sébastien Michel, c'est vraiment là, pour commencer, là, c'est tellement clair, puis c'est tellement après ça, vous pouvez y aller, c'est ça comme il dit, dans votre liberté, puis vraiment comme le filer, parce qu'on a tous des dons, puis notre intuition fonctionne de façon différente. Fait que si la carte a dit quelque chose de plus, bien de te laisser aller à ça. Mais pour une formation, là, pour commencer, moi j'ai trouvé mes formations autant en astrologie qu'en tarot. J'ai adoré, même en numérologie, je m'en sers aussi de la numérologie, c'est hallucinant. Il y a de la numérologie, comme il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ça, mais celle qu'on fait avec toi, c'est de la numérologie du tarot, puis ça vient encore plus approfondir la connaissance des Oui. cartes. Oui, c'est parce que c'est super visuel aussi, parce que quand on regarde le thème de naissance en numérologie du tarot, on peut mettre des cartes, donc on peut visualiser une carte. Je pense que c'est agréable. Mais écoute, je suis content que tu dises ça. Merci. J'apprécie là, le compliment que tu me donnes. Puis effectivement, ça correspond un peu à ma vision. Moi, des fois, j'ai un peu l'impression que quand je reçois un étudiant, mon rôle, c'est d'ériger les fondations puis les murs de sa maison. Je veux qu'il soit dans une maison qui est solide, avec des fondations solides. Puis je sais que quand l'étudiant va partir, Mm. bien après sa maison, il va la meubler.
comme il veut, à sa manière. Il va mettre les couleurs qu'il veut parce que ça sera lui, ça sera elle. Mais je sais au moins qu'il va partir avec des fondations qui sont solides puis Ouais. que sa maison, elle va durer dans le temps. C'est comme ça que j'envisage Ben, c'est vraiment l'enseignement du comme ça tarot, que de l'astrologie. je l'ai reçu, vraiment, la formation. Fait que bravo pour ça, c'est comme mission réussie. Puis l'autre chose, en parlant de Merci. ça, qu'est-ce qui me venait? J'avais... Oui, parce que toi, tu enseignes avec, dans le fond, c'est le tarot par la pratique. Peux-tu nous en parler un petit peu, comment ça se passe, comment tu abordes ton enseignement, dans le fond? Oui, de façon générale, même en astrologie, j'ai tendance à aller beaucoup plus vite que la majorité des formations là, sur le marché. J'ai tendance à aller beaucoup plus vite vers la pratique. Donc, en tarot et en astrologie, je vais consacrer 3 à 4 semaines, donc un mois, pour aller comprendre les symboles, Mhm. ce que j'appellerais l'essentiel. C'est un peu comme si on disait, bon, on apprend une autre langue. Mais il y a un certain nombre de mots qu'on doit connaître. Là. Si je vais faire un voyage en Italie l'année prochaine, puis je ne sais pas parler du tout l'italien, il y a au moins une centaine de mots qu'il faut que j'apprenne pour être capable de me débrouiller dans un bistrot ou quand je prends le train, quelque chose du genre. Fait que j'essaie d'aller chercher les premières semaines pour ça, pour qu'on ait tous un langage commun, qu'on comprenne ce qu'est le symbole, puis qu'on le comprenne bien. Mais je ne veux pas passer une éternité sur la théorie. Parce que la vérité, c'est qu'on peut faire, et je l'ai fait, j'ai donné des cours de tarot pour des étudiants avancés où est-ce que je passais toute la théorie des cartes. Je me suis rendu compte qu'on avait pris plus que 2 heures. On avait pris un minimum de 2 heures pour chacune des cartes. En astrologie, ça m'est arrivé de donner des ateliers qui étaient presque de 4 heures sur une seule planète. Juste la théorie d'une planète pendant 4 heures. Ça, là, c'est Mhm. bon quand on fait déjà du tarot, quand on fait déjà de l'astrologie. Puis là, on dit, moi, je veux devenir un expert, je vais aller au bout, là, je veux tout connaître. Mais quand on débute, si je bourre le crâne des étudiants, avec 24 heures de théorie juste pour le tarot ou avec 48 heures de théorie juste pour l'astrologie, ils ne seront jamais capables de l'appliquer dans une carte du ciel parce que ça va juste être trop de mots et ça va être une confusion. Donc, mon but, c'est d'avoir les mots-clés essentiels parce que je sais qu'après, on fait de la pratique, on interprète des cartes du ciel, on interprète des tirages de tarot et, et dans la pratique, il y a des nouveaux mots qui vont s'ajouter. Dans la pratique, il y a des nouvelles connaissances qui vont s'ajouter, mais elles vont s'ajouter pas comme du par cœur où on bourre le crâne. Elles vont s'ajouter naturellement, spontanément. À un moment donné, l'étudiant, il finit sa formation, puis il dit, on a juste fait 3 semaines de définition, mais il me semble que j'en connais plus que juste 3 semaines de définition. Ben oui, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de tirages, beaucoup de pratiques. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. On ne peut pas mettre la théorie complètement de côté, mais c'est important de plonger Oui, vite je suis dans l'eau d'accord pour avec toi. Puis apprendre à en plus, nager. c'est super le fun parce que les tirages se font à même la classe. Donc, tu sais que tu vas avoir ton tirage, puis en même Mhm. temps, tu as tes pairs autour de toi, puis on essaye tous d'analyser sa situation, tu sais, puis de trouver. Oui, puis ça montre que ça fonctionne, tu sais, au sens où des fois, je prends des tirages de mes archives, OK, c'est formateur, c'est pédagogique, c'est intéressant, mais n'empêche que c'est un tirage que je connais tout, fait que je l'ai choisi. Mais quand on tire l'étudiant d'un nom en direct, puis qu'on fait son tirage de tarot en direct, là, j'ai pas pu préparer, j'ai rien préparé. On voit vraiment ce que c'est de faire une consultation avec quelqu'un, que la personne tire les cartes, puis il faut les lire là, C'est pas ça. demain Non, c'est matin ou super pas dans intéressant. six Puis mois. en plus, avec la suite des événements, si on fait un coaching, on a une espèce de retour après ça, tu sais. Fait que c'est super intéressant. Bon, ben c'est Oui, parfait. Je vais prendre 2 secondes pour saluer tout le monde. Allô, allô, allô. Je suis contente de voir Linda. La numérologie, j'adore. J'ai fait plein de liens entre les personnes que je croise. C'est fascinant. Ben oui, Linda, je ne sais pas si tu te rappelles, on a suivi le cours ensemble, ma belle Linda. Fait que là, tu es là, ma belle chouette. Bienvenue, bienvenue. On va commencer à parler des cartes qui ont des mauvaises réputations. Autrement dit, j'aurais aimé ça qu'on parle le pendu, l'arcane sans nom, qui est autrement dit la mort, le diable, la maison Dieu, puis y en a-tu une autre après? Non, je pense que c'est ces quatre-là. Y en avait-tu une autre? le pendu, oui, la mort, l'arcane sans Exactement. nom, le diable et la maison Dieu. Effectivement, c'est C'est ce ça. que j'ai, c'est OK, les c'est cartes que j'ai parfait. sorties en tous les Fait cas. qu'alors, on dit, Ceci dit, si tu veux en parler d'une autre, j'ai pas de problème. Là. il me semble que Je c'était connais pas mal relativement ça. bien le tarot. Non, c'était pas mal ça. Si vous en avez une autre là, que vous trouvez qu'elle a une mauvaise réputation puis que ça vous revient souvent ou que vous avez peur quand vous la tirez, vous pouvez nous en parler. Puis si on a le temps, on l'analysera. Sébastien, est-ce qu'on commence avec le pendu?
Je sais, tu sais, je sais pas si tu aurais voulu qu'on en Oui. parle quand tu es à l'endroit, quand tu es à l'envers. On- À la limite, je pense on pourrait parler du pendu tout court, là, endroit ou envers. Ça ne me dérange pas de faire une spécificité pour l'envers, mais je le sais que ce n'est pas tout le monde qui tire à l'endroit et à l'envers, et que même les gens qui tirent juste à l'endroit, ben, le C'est pendu, ça. ils ont tendance à le voir quand même négatif. Oui, fait que on va parler du principe, puis je pourrais mentionner la nuance endroit-envers, mais il faut démystifier. Il faut commencer par démystifier. Puis peut-être même qu'avant de parler du pendu, je parlerai du tarot en général parce que le tarot, c'est un objet artistique qui a été créé à une période de l'histoire bien précise et qui a un peu disparu pendant quelques siècles avant de réapparaître et de commencer à être utilisé en occultisme. Et il se trouve que l'espèce de gap de 200 ans entre sa création et sa réapparition, ça fait en sorte qu'on n'a pas toujours compris exactement ce qui était sur les cartes. Et beaucoup de gens ont commencé à redessiner les cartes avec beaucoup de talent, beaucoup de beauté, mais en s'éloignant encore plus de ce que voulait dire le tarot original. Et il faut que je fasse court parce qu'on s'entend sur ma chaîne YouTube, là, je dois avoir à peu près 4 heures au moins d'histoire du tarot. C'est dense, il y a beaucoup de matériel. Mais pour faire le plus court possible, on pourrait dire que à la période de la Renaissance, particulièrement en Italie, ce qu'on appelle les arcanes majeures sont nées. Elles ont été dessinées à cette époque-là. Et cette époque-là, elle est particulière dans l'histoire parce qu'elle a représenté une tentative de refusionner le paganisme avec la religion chrétienne de l'époque. Donc, la religion chrétienne était omniprésente. Elle avait énormément de pouvoir, mais il y avait des philosophes dans cette période qui disaient les anciens avec la magie, ils avaient raison. Les anciens qui adoraient le soleil, puis la déesse de la terre-mère et tout, ils avaient raison. Donc, ils ont cherché à refusionner les déesses et les dieux du monde ancien avec la chrétienté. C'est ce qu'on a appelé le néoplatonisme et qui a été au fond le mouvement fondateur de la Renaissance. Et le tarot a été peint dans ça. Et il a été peint pour refléter cette philosophie. Puis dans cette philosophie, il y avait cette idée qu'on est sur Terre en 12 étapes. 12 est un nombre qui est sacré, c'est d'ailleurs le nombre des maisons astrologiques, le nombre des signes astrologiques. Donc 12, c'est un nombre sacré qui représente la vie terrestre. Donc le tarot, les premiers 12 arcanes, c'est tout ce qu'on va vivre durant notre évolution spirituelle sur Terre. Puis après le pendu, bien là, on va aller vers la mort, l'arcane numéro 13, parce que notre âme va revenir à cette divinité. Il y avait cette idée qu'il y avait un cycle de réincarnation, et après un certain cycle de réincarnation, notre âme avait assez évolué pour revenir à son état pur divin. Et donc, le pendu, quand il a été dessiné, il représentait cette dernière étape sur Terre, où est-ce qu'on avait à la fois encore l'existence terrestre, mais on commençait à avoir un pied dans l'autre monde. On commençait à avoir accès à l'autre monde. Et ce que les gens de l'époque avaient décidé d'utiliser comme symbole pour le peindre, c'est le mythe d'Odin. Le mythe d'Odin, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un dieu nordique qui avait pour apporter du bienfait à son peuple, qui avait demandé qu'on le suspende par le pied au-dessus d'un trou au centre du monde, qui est au pied d'un arbre, un arbre sacré pour les peuples nordiques. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est que dans ce trou, c'était l'inframonde. C'était l'endroit où on allait pour les dieux. Odin avait demandé d'être attaché par le pied pendant 9 jours et 9 nuits, en disant au bout de 9 jours et 9 nuits, je vais être presque mort. Et quand je vais être presque mort, mon âme va sortir de mon corps, elle va entrer dans le monde des dieux, je vais aller chercher les secrets et les outils des dieux, et vous allez me ramener à la vie au dernier moment pour que je puisse vous les remettre. Et Odin a fait cette espèce de sacrifice personnel parce que sa santé a été atteinte dans certaines versions du mythe. Il devient aveugle, mais en tous les cas, il y a un prix physique à payer pour aller dans l'autre monde. Mais quand il revient, il rapporte à son peuple ce qu'on appelle aujourd'hui les runes, qui est l'alphabet nordique et qu'il y a des gens qui utilisent pour faire justement des tirages, des choses comme ça. Mais à l'époque, les runes étaient vues comme c'était la façon qu'Odin avait appris à son peuple à lire et à écrire.
la façon dont il leur avait appris à cuisiner, à maîtriser le feu, les sciences. Donc, il avait donné naissance à l'humanité. Alors, quand les gens du tarot ont peint le pendu, ils cherchaient une carte qui montrait quelqu'un qui était capable de faire une forme de sacrifice, de grand compromis pour être capable d'aller dans l'autre monde et d'en ramener quelque chose de spirituel, de très utile, quelque chose de fondamental. Quand on regarde le tarot, qu'on comprend cette origine, bien, on voit effectivement que le pendu, là, il est suspendu à un arbre, juste au-dessus d'un trou, exactement comme dans le mythe, et qui est attaché par le pied, exactement comme dans le mythe. C'est-à-dire que quand on comprend cette origine, bien, tout d'un coup, le pendu n'est plus une carte aussi étrange ou aussi mystérieuse parce qu'on voit très bien ce qui est dessiné. Et c'est pour ça que quand on va la tirer, au fond, dans une lecture de tarot, ce que le pendu nous montre, c'est qu'on croit en quelqu'un ou en une cause de façon très, très forte. On pense que ça vaut la peine de faire un compromis pour cette personne, pour cette cause-là, parce qu'on a envie de se donner. On a envie de se donner à quelqu'un. C'est donc une carte qui est très, très belle, au sens où c'est une carte où est-ce qu'on sent qu'on est incomplet quand on est seul dans notre ego. C'est une carte qui montre qu'on a envie d'être lié à quelque chose parce qu'on va se sentir plus complet si on sort du strict ego, de l'identité pure et simple, et qu'on peut aller avec une autre personne pour fusionner. Et c'est aussi une carte qui est extrêmement mystique parce que la fameuse corde, pourquoi est-ce qu'Odin, dans le mythe, il veut être attaché par le pied? C'est quand même une drôle de façon là, de demander, mais c'est parce que dans l'ancienne mythologie, la cheville et le pied sont associés à l'âme. On dit que c'est par la cheville que l'âme entre et qu'elle sort du corps. Donc, la symbolique de la corde, c'est que si j'ai une corde qui est attachée à un arbre, bien, j'ai une corde qui est attachée à la déesse mère. Et donc, mon âme est capable de voyager de mon corps en passant par la cheville jusqu'à l'univers et d'y revenir éventuellement. Tant que la corde n'est pas coupée, je suis en voyage astral. Je sors de mon corps et je reviens dans mon corps. Et c'est la dernière étape. Après, la corde va être coupée, puis là, je ne reviendrai plus dans mon corps du tout. Mais au moment du pendu, on est dans une pratique qui est très mystique. C'est une pratique qui est méditative, c'est le voyage astral, c'est le yoga, c'est le lâcher-prise, c'est là où on veut laisser partir l'ego pour atteindre un monde différent, pour atteindre l'astral, en quelque part. Fascinant, merci. Même, tu sais, après autant d'années, je ne connaissais pas l'histoire, puis ça vient vraiment soutenir, ça donne un sens vraiment, puis on dirait que c'est difficile de l'oublier. Maintenant, là, tu sais, ça... Oui, c'est vrai en plus une histoire qui permet de se rappeler bien de la carte. Puis ben, on se parlait tout à l'heure endroit et envers. C'est pas tout le monde qui le font. Moi, j'ai pas nécessairement un don de médiumnité ou de clairvoyance, fait que j'aime ça pouvoir tirer le tarot à l'endroit et à l'envers, au sens où la position de la carte va simplement me dire si dans la vie de mon client, cette énergie-là actuellement elle se vit bien ou non. Le pendu ne va pas changer. Il y a toujours une carte où on se donne à quelqu'un d'autre, où on se donne complètement à une cause. Mais s'il est à l'endroit, ben, mon tarot me parle en me disant, écoute, Sébastien, c'est correct, c'est le bon moment pour ton client de faire ça, c'est le bon moment pour lui de se donner, de faire un compromis, ça va. Mais s'il est à l'envers, ben là, le tarot me donne un peu un avertissement. Qu'en quelque part, mon client, ma cliente, ben là, elle se donne peut-être beaucoup, que ce n'est pas nécessairement adéquat pour elle de se donner à ce point-là. Ce n'est pas adéquat pour elle de faire tant de compromis. Donc, une carte à l'envers, je sais que ça a l'air négatif au départ, mais personnellement, je la vois vraiment dans un sens de conseil et de coaching. Parce que le but premier, quand mon tarot me parle avec une carte inversée, c'est que par une prise de conscience, la personne pourrait la remettre à l'endroit. Merci. Merci, Sébastien. Puis, Avec plaisir. on peut passer maintenant à la carte de l'arcane sans nom, qui est la carte de la mort. Hein? Ça, c'est là. Hein? Je pense que c'est Oui, elle qui a la absolument. plus mauvaise réputation. Peut-être. Ben oui, puis c'est un peu normal au sens où on est un être humain, on peut être très, très, très spirituel, on peut, je veux dire, être intéressé par l'ésotérisme, par l'âme et tout, mais on a quand même un corps.
On est conscient on est mortel. Là. On va pas rester éternellement. On a tous perdu quelqu'un dans notre vie. Je veux dire, on a perdu des parents, des amis, des membres de la famille, des collègues de travail. Donc, c'est certain que le concept de la mort, c'est normal que ce soit quelque chose qui soit perturbant, que ce soit bouleversant. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de doute. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre la mort littérale puis la mort symbolique dans ça. Au sens où si je tire la mort dans un tirage de tarot, ça ne veut pas nécessairement parler d'un deuil physique. Ça ne veut pas dire que quelqu'un meurt ou que je meurs ou peu importe, mais ça ne veut pas toujours parler d'une mort physique. Ce que l'arcane sans nom représente, ce que la carte numéro 13 représente, c'est une transformation importante dans laquelle on laisse quelque chose derrière nous pour pouvoir évoluer vers une nouvelle étape. Puis encore une fois, si je nous ramène à l'histoire du tarot, et quand on a peint la carte numéro 13, on ne la voyait pas du tout à l'époque, à la Renaissance, on ne la voyait pas du tout comme négative parce qu'en fait, elle symbolisait ce moment où le corps se divise, se sépare de l'âme et qu'il y avait cette possibilité d'un retour à Dieu, d'un retour à la divinité, d'un retour à l'univers. Donc, pour eux, c'était même une étape qui était vue comme importante et sacrée. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, existent encore des rituels de Oui. mort symbolique. Où est-ce qu'on simule une forme de mort? C'est fréquent chez les peuples autochtones, entre autres. Donc, cette idée d'une simulation d'une forme de mort, et ça vient de là, ça vient de cette idée que la mort, c'est un moment où on se rapproche de notre divinité. Mais quand même, au-delà de cet aspect historique, moi, ce que je vais souvent dire, par exemple, à un client ou à un étudiant, c'est pensez, par exemple, au jour où est-ce que vous avez quitté le nid familial pour peut-être aller poursuivre vos études ou débuter votre vie d'adulte. Ce jour-là, vous avez fait un deuil. Je veux dire, on laisse une maison, on laisse des parents, on laisse des amis, on laisse un quartier, puis on déménage, puis on s'en va ailleurs, puis il y a un deuil, c'est certain, mais est-ce qu'on voudrait être resté? Est-ce qu'on regrette d'avoir fait notre vie, d'avoir pris notre élan, notre liberté? Bien, la plupart du temps, non. La plupart du temps, on est très content d'avoir fait ce geste-là. Mais au moment où on l'a posé, il y avait une forme de mélancolie. Et il pouvait y avoir une certaine douleur quand ça s'est fait. Mais l'arcane sans nom, c'est ça qu'elle représente vraiment. Bien au-delà de la mort physique, ce qu'elle représente surtout, c'est des moments de notre vie où on se transforme radicalement et qu'on prend des décisions radicales parce qu'on est prêt pour une étape complètement nouvelle. Et pour avoir cette étape complètement nouvelle, on doit laisser une partie de notre passé derrière nous. C'est ça le sens de l'arcane sans nom. Puis encore une fois, bien, si elle est à l'endroit, le client le désire, le client le fait, il est conscient de ça et il va de l'avant. Si la carte est à l'envers, le client sait qu'il devrait le faire, mais il y a de la difficulté à y arriver. Donc oui, il y a plus comme une tristesse, une douleur. Le but revient de la remettre à l'endroit. C'est que cette personne-là doit prendre conscience qu'elle ne peut pas rester dans le nid familial pour le reste de sa vie. C'est normal d'aller faire les études, c'est normal d'entamer sa vie. Donc, l'idée, c'est de remettre la carte à l'endroit. OK, c'est vrai, je suis à ce moment où je dois me transformer. Je suis à ce moment où est-ce que je dois passer à autre chose. Et là, l'arcane sans nom devient à l'endroit, puis c'est très, très positif, et je dirais même que souvent, il y a une forme de récolte dans l'arcane sans nom quand elle est bien vécue. Le sentiment qu'on garde quelque chose de notre passé, mais qu'on s'en va avec cette récolte De là, vers sûrement, le futur. la, on dirait que j'ai fauche dans la tête, là, c'est ça, la faux. La faux, oui, tout à fait. Elle porte, l'arcane sans nom, on l'a dessiné avec cette espèce de faux, là, effectivement, qui est en train de trancher. Puis on pourrait nécessairement faire le lien avec l'idée un peu de l'agriculteur. Oui. L'agriculteur qui fauche le blé. Il fauche le blé à un certain moment, oui, mais c'est parce qu'il va faire du pain, parce que le blé va se transformer, il va devenir quelque chose d'autre. Il ne fait pas juste faucher le blé Ben et non, le c'est mettre ça. à Ah, la ben poubelle. merci, Non? Sébastien, merci. C'est tellement une. Tu sais, quand je trouve que c'est une énergie qui est assez présente tu sais, quand on travaille avec les lunes, puis qu'on arrive aux pleines lunes, puis que là, ben, ça ressort, puis là, que finalement, ben, tu sais, on dit bye à des parties de nous pour vraiment comme accepter de voir la vie différemment. Il y a tout le temps des processus de transformation quand même assez importants qui peuvent se passer. Puis souvent, on peut avoir peur de Tout à ça. fait. Puis je trouve que la façon dont tu l'expliques, ça,
ça met des images un peu sur ces processus-là qui se passent à l'intérieur de nous, que des fois, on ne peut pas nécessairement expliquer. Tu sais, on se sent fatigué, on ne comprend pas ce qui se passe avec nous autres, tu sais, on se sent fiévreux quasiment, là, tu sais. Mais la- l'arcane sans Oui, nom, je trouve que ça représente bien ce processus-là de vraiment faire j'ai fait quelque chose, merci, maintenant je coupe. Mais c'est le moment, c'est le moment où est-ce qu'on on décide de trancher. Tu sais, c'est ce moment-là qui est entre le présent puis le futur puis le passé. Tu sais, c'est vraiment. Ouais. oui. J'avoue que peut-être qu'un des commentaires que j'ai entendu le plus souvent, puis d'ailleurs pas juste pour le tarot, aussi pour l'astrologie, parce qu'il y a des planètes comme Pluton qui vont avoir une symbolique semblable là, avec ce qu'on vient de parler. Ce que j'ai souvent entendu comme commentaire de quelqu'un qui reçoit une lecture, c'est OK, ça me rassure parce que justement, je n'allais pas bien. Tu sais, j'avais la Oui, fièvre dont tu me parlais. Là. Mais là, tout d'un coup, ça ne fait pas disparaître nécessairement la difficulté du moment présent, mais la personne se sent rassurée parce qu'elle comprend que c'est correct, c'est bien ce qui doit se passer. Elle n'est pas en train de devenir folle, elle n'imagine pas des choses. C'est exactement un moment de sa vie où il doit y avoir une transformation, c'est bien. Puis là, tout d'un coup, la personne se dit, OK, bien, je vais aller au bout. Je vais aller au bout de la transformation. C'est comme si on devient moins dans la douleur parce que justement, on est moins inquiet, on est moins anxieux. On comprend que c'est exactement exactement, le bon moment exactement. pour le Ah faire. oui, moi, je me suis rendu compte justement dans l'accompagnement que je fais, puis dans les lives que je fais, que je parle beaucoup, beaucoup. Tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, mais la moitié de ma carte est en scorpion, fait qu'il y a des transformations. It's a daily thing. Oui, Ça, ça te parle puis on complètement, là. dirait qu'il y a une partie de moi qui se donne comme mission de justement accueillir puis décortiquer ces processus-là de transformation. Puis justement, quand j'aborde ça puis que je mets des mots sur le type de transformation qu'on peut vivre par rapport aux énergies des transits et tout, ça rassure énormément de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans, puis que c'est normal, tu sais, puis que c'est pour ça que j'aime ça parler de l'image de la fièvre, parce que la fièvre, oui, elle élimine un virus, mais elle élimine beaucoup plus de petits commencements de virus, puis c'est généralisé, puis dans ce temps-là, c'est comme on comprend pas, on est un petit peu... c'est pas le temps nécessairement pour chercher des réponses et tout. On l'a entendu, la réponse. Là, la fièvre, elle fait juste euh, Oui, nous recéter, tu sais. C'est comme un nouveau départ, là. oui. C'est plus un moment C'est ça. d'acceptation qu'un Là, t'es moment malade, qu'un couche-toi. moment de chercher. Là. Fait Oui, qu'on peut passer sur ça, on peut passer à la carte 13, 15, à la carte du diable. Oui. le diable. Oui. Bien, celle-là aussi, là, ça, je pense que quand on redécouvre l'origine historique du tarot, tout d'un coup, le diable paraît extrêmement simple à comprendre, mais aussi on va comprendre son côté Mhm. positif beaucoup plus facilement. Parce que dans le fameux schéma dont je vous parlais, dans la fameuse idée, on a dit que les 12 premières étapes, c'était sur Terre, jusqu'au pendu. Et arrive l'arcane sans nom, arrive la carte numéro 13, donc la mort, c'est le moment où est-ce que le corps se sépare de l'âme. Et dans cette vision qui était à mi-chemin entre la religion et le paganisme, bien, on croyait encore à la réincarnation, ou en tous les cas, on tentait de réintégrer la réincarnation dans la religion, qui a toujours été assez contre. Là. Tu sais, l'Église est plutôt contre ça. Mais là, à la Renaissance, on essaie de réintégrer cette idée parce qu'on veut réintégrer l'idée du mérite spirituel. Et comment on peut avoir un mérite spirituel, sachant on est 6 milliards de personnes sur Terre, on va tous mourir. Ça veut dire qu'on va tous s'en aller, je ne sais pas, au paradis ou peu importe le mot qu'on va utiliser, mais c'est Mhm. un automatisme, on meurt tous. Donc, dans cette idée néoplatonique, il ne faut pas que ça soit automatique, parce que sinon, il n'y a pas un mérite spirituel. Alors, on réintègre l'idée de la réincarnation pour se dire qu'on a plusieurs vies pour réussir notre évolution spirituelle et que éventuellement, quand on va avoir atteint cette évolution, oui, on va pouvoir revenir dans les étoiles, on va pouvoir revenir à notre nature spirituelle. Puis le rôle du diable, c'est le tentateur de la réincarnation. On le décrit à cette époque-là comme vivant dans une grotte sous la terre. Et on dit que quand on meurt, notre ange gardien, en passant, l'ange gardien, c'est le 14, la tempérance qui est entre les deux. Donc, cet ange de tempérance vient chercher notre âme et elle va nous amener sous terre pour aller parler avec le diable. Et le diable, ce qu'il va nous proposer, c'est la réincarnation. Il va nous proposer de reprendre un corps. Et lui, c'est le tentateur. Il est là en quelque part pour
pour voir est-ce qu'on a vraiment évolué jusqu'au bout. Parce que si on refuse le pari du diable, là, on va pouvoir commencer à revenir jusqu'aux étoiles. On va voir ça dans la maison Dieu, la prochaine carte. Mais pour l'instant, ce que le diable essaie, c'est de nous convaincre de reprendre un corps. Donc, qu'est-ce que c'est ces arguments? Je veux dire, si je veux convaincre quelqu'un de reprendre un corps, je vais lui parler du plaisir sexuel, du plaisir de manger, du plaisir de boire, de recevoir un massage, d'entendre une musique extraordinaire, de voir une belle photographie. En fait, je vais faire appel aux cinq sens parce que c'est ce que le corps a et que l'âme, elle, n'a pas vraiment. Alors, ce que je vais essayer de vendre, c'est les cinq sens. Et ce n'est pas nécessairement mauvais parce que dans n'importe quel couple, la dimension d'une sexualité saine est très importante. C'est difficile d'être heureux en couple s'il n'y a pas cette dimension qui fonctionne bien. Et est-ce qu'on a vraiment envie de manger à tous les jours, 365 jours par année, quelque chose qui aurait aucune saveur, aucune odeur? Non, je veux dire, des fois, je pense aux astronautes là, qui mangent pendant des mois des sachets dans de l'eau bouillante. Puis je me dis, oh mon Dieu, quand ils reviennent sur Terre, la première chose qu'ils ont envie, c'est d'aller prendre un burger ou d'aller manger quelque chose de vraiment malbouffe. Mais c'est vrai, il y a cette idée qu'on veut avoir du plaisir. Si on reçoit des amis un samedi soir, souvent, on va prendre une bouteille de vin avec eux, on va faire un effort pour avoir un repas qui est agréable. Bien, c'est ça dont parle le diable. Ce n'est pas nécessairement négatif. Le diable va parler dans un couple d'une sexualité qui est saine. Le diable va parler de quelqu'un qui a des divertissements, qui a des loisirs, qui a du plaisir dans la vie. Le diable va montrer quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a envie d'être sur Terre, qui a envie de vivre à fond, qui a de la vitalité. C'est quand il va tomber à l'envers que là, le tarot nous donne une espèce d'avertissement. C'est bien de vouloir bien manger avec des amis puis prendre une bonne bouteille de vin. Quand le diable est inversé, peut-être qu'on n'est plus à une bouteille de vin, peut-être qu'on est à 10. Peut-être qu'on mange peut-être un peu trop riche toujours. Donc, en quelque part, on est en train d'avoir des problèmes de santé. Peut-être que la sexualité qui aurait dû être une sexualité saine, ça devient une sexualité où est-ce que peut-être on a une forme de dépendance ou on n'arrive pas à contrôler l'aspect sexuel du corps. Donc, je verrai encore cette idée qu'à l'envers, il peut y avoir une problématique. Mais je veux avoir au moins une carte dans le tarot qui me dit la sexualité de ma cliente est bonne, qui me dit que la vitalité de ma cliente est bonne, qui me dit que ma cliente a du plaisir dans la vie, qu'elle est souriante, qu'elle est passionnée et qu'elle aime la vie. Ben, c'est le diable qui va me le dire, parce que c'est lui qui parle des cinq sens puis du C'est pour corps, ça en que quelque part. justement, toi, tu l'associais beaucoup à l'énergie du tarot, du taureau en astrologie, parce que justement, c'est les cinq Oui, sens. oui, parce qu'il y a un peu le même plaisir qui passe par les sens physiques. Puis Mhm. le taureau, c'est un super beau signe. Maintenant, on peut tomber sur quelqu'un qui a un taureau, puis il est devenu dépendant de ses sens physiques. Et là, ce n'est pas une bonne idée. Mais l'idée, ce n'est pas de se débarrasser de ses sens physiques puis d'essayer de se faire croire qu'on n'a pas de corps. On a tous un corps. Il faut le nourrir adéquatement. Il faut avoir du plaisir. Sinon, la vie, c'est long puis c'est gris. Mais il y a une différence, effectivement, Oui, entre oui, une c'est ça. bouteille de Puis vin et aussi, 10. un diable à l'envers, est-ce que tu es d'accord que ça peut parler aussi du manque de vitalité, puis que justement, il y aurait comme un peu à plus profiter de la vie à quelque part? Ou... c'est- Oui, je pense que le diable inversé, ça va dépendre beaucoup des cartes qui vont l'accompagner dans le tirage, parce qu'effectivement, s'il y a des cartes qui sont extrêmement passives autour des cartes un peu mornes, ça pourrait montrer en fait quelqu'un qui ne se donne pas le droit de vivre sa passion, son plaisir de vie. Si j'ai des cartes beaucoup plus fortes et exubérantes autour, peut-être que là, j'irai un peu plus dans la direction de Ouais. j'ai peut-être trop de plaisir dans ma vie, mais effectivement, ça pourrait être quelqu'un qui ne se permet pas d'être passionné, puis de sourire, Hmm. puis de mordre Ben dans la merci vie à pleines dents. Sébastien, ça éclaire beaucoup parce que justement la carte du diable, je pense que c'est une des cartes qu'on a de la misère à la voir positive. En tout cas, j'ai pas entendu beaucoup de monde, en fait personne, je pense à part toi en parler, puis aller justement chercher le côté ben, de la vitalité justement, tu sais, puis de profiter des sens, puis que je trouve ça super intéressant. Oui.
Et ici, là, je vais faire de l'église bashing. C'est assez facile. De toute façon, on n'a pas, on n'a pas à chercher très loin pour pouvoir faire ça. Mais c'est certain qu'on est. Tu sais, moi, je ne suis pas un catholique pratiquant, mais je suis né. Je suis né au Québec. Donc, tu sais, on est catholique encore aujourd'hui. L'Occident a été particulièrement influencé par le catholicisme, la chrétienté depuis 2000 ans. Et c'est certain que le diable, quand on étudie l'histoire du diable, ben, il a été diabolisé. Il n'y a pas toujours eu cette figure aussi négative dans les peuples anciens. On l'associait beaucoup à Bacchus et compagnie. On l'associait beaucoup à des divinités qui étaient associées au plaisir, au corps, au fait que c'est important durant l'existence humaine de jouir du corps de la bonne façon. Mais éventuellement, l'Église l'a énormément diabolisé, en a fait un être abject et vil. Puis c'est certain que même quand on n'est pas pratiquant, c'est difficile de se sortir de la culture parce que la culture, c'est quelque chose d'invisible qui nous entoure. On n'en est pas nécessairement conscient, mais ça nous oriente. Ça nous oriente dans une vision, puis le diable, il souffre de ça, clairement, là. C'est un Dieu qui a vraiment, vraiment Comme une espèce beaucoup de été dogme transformé. qui nous a marqués, puis qu'on ne sait même plus, tu sais, qu'on a rejeté l'Église un peu, là, on est encore dans le dogme. Oui, mais on ne se rend pas compte qu'on a gardé Oui, un c'est fond quand même là, culturel tu sais, quand même, là. la Oui. culpabilité, tout ça, ça reste en nous quand même, ça nous a forgé pendant tellement longtemps que c'est là, tu sais. Absolument. Ah oui, on peut s'être débarrassé de l'Église, mais tu es Ben d'accord oui, avec moi que la sexualité, c'est mal. on n'en parle pas. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas correct. Bon, mais c'est ça, tu sais, Oui, ça reste encore un sujet tabou. Malgré tout, la sexualité, même en 2022, ça reste un sujet qui est tabou. Mais oui, ça, c'est c'est clairement ça. un Mais fond ça chrétien, marque. là. Puis des fois, je pense qu'il faut retourner à l'histoire pour comprendre vraiment d'où est-ce que ça vient, puis en être conscient. Tu sais, moi, j'ai été élevée dans une famille hyper religieuse. Tu sais, c'était évangélique, là, protestant, là, c'était pas catholique, mais quand même, tu sais, il y a les bases de ça. Puis moi, j'ai vu, là, quand je me suis dissociée de l'Église, là, je le voyais en moi, le travail qu'il fallait que je fasse de dissocier ça. Puis, tu sais, le regard sur moi, le regard omniprésent constamment sur moi à me juger. Puis, tout ça, il a fallu que... Mais je me dis, imagine tout le Oui, monde qui ont ça puis qui savent pas d'où est-ce que ça vient. Tu sais, c'était quand même hallucinant pour moi de comme, hey, le dogme, il reste là. On a jeté la spiritualité au vidange puis on garde le dogme. Tu sais, c'est comme le pire des... oui. Puis, tu sais, à la Renaissance, je parlais de il y a eu cet engouement, cette idée que, mon Dieu, on peut réconcilier la chrétienté avec les dogmes païens, avec les dieux puis les déesses de l'univers. Mais ça a duré genre 20 ans, là, cette idée, mais ça a fini sur le bûcher. Et les gens qui ont fait le tarot, ils ont dû se rétracter, ils ont dû brûler leur jeu. Il y a eu le bûcher des vanités à Florence, il y a des tarots qui ont été brûlés, il y a des œuvres de la Renaissance qui ont été brûlées. Ils ont été obligés de se rétracter parce que l'Église, ils ont freaké là, quand ils ont entendu ça. Premièrement, ne serait-ce que parce que dans le tarot, on réinsère l'idée très ancienne que la divinité est plutôt féminine que masculine. On le fait au travers de la papesse, entre autres. Là, la papesse, il y a une papesse dans le tarot, il y a un pape, puis C'est c'est la papesse qui reçoit la lumière de Dieu directement. Elle n'a pas, elle a tellement pas besoin de lire la Bible qu'en fait, le livre, elle l'a posé, elle ne le regarde pas, tandis que le pape, il est obligé de suivre les enseignements, il y a des codes et tout. Puis la papesse, elle représente en Hmm. quelque part la déesse mère. Il y a un livre là, super intéressant que j'ai lu il y a quelques mois. À peine, ce n'est pas un livre de tarot, c'est juste un livre d'histoire des religions. Ça s'appelle Jesus and the Lost Goddess. Et il montre comment Marie-Madeleine, il n'était pas comme juste la blonde ou la prostituée ou quoi que ce soit. C'était égal. Jésus et Marie-Madeleine sont Wow. 50-50 quand ils prêchent. Et Marie-Madeleine, c'est la Wow. goddesse, c'est la déesse, c'est la déesse mère. Fait que ça réapparaît dans le tarot. Puis c'est pour ça que le tarot, on va le On brûler. n'aime C'est pas pour ça. ça qu'il va y avoir le bûcher des vanités, parce que À, l'Église va refuser là, à quel point, ce type hein, le d'enseignement. féminin, qu'est-ce qu'on en a fait avec les années? C'est fou, là, tu sais, dans tous les sens, Oui, tu sais. Au moins, aujourd'hui, je trouve, avec les arts divinatoires, ça nous ramène justement tout le monde à nous connecter avec notre féminin, tu sais. Heureusement. oui. Oui, puis il semble y avoir un mouvement mondial. Tu sais, par exemple, le livre dont je parle, là, Jésus et la déesse perdue. Je ne sais pas si c'est vraiment ça en français, parce que je l'ai lu en anglais, mais ben, c'est ça. Il y a comme un mouvement quand même aussi de réinsertion du féminin sacré dans la société. Puis c'est bien, mais en quelque part, le tarot avait déjà tenté de faire ça C'était pas le il y a temps. 500 ou 600 ans. Tu sais. Non, Ça c'était a pas le mal bon moment. fini.
Puis, bon, ben merci pour la carte du diable. Puis, on peut y aller pour la Maison Dieu, le numéro 16. Ouais. La Maison Dieu, là, qui est probablement la carte la plus mal comprise dans le tarot, parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas comme redécouvert qu'est-ce qu'on essayait de dessiner à l'époque, c'est presque impossible de la comprendre. Parce que quand on la regarde, littéralement, ce qu'on voit, c'est cette impression d'avoir deux personnes qui sont en train de tomber d'une tour qui explose. Fait que c'est certain que si je vois dans ma vie deux personnes qui tombent en bas d'une tour qui explose, c'est difficile d'avoir une vision positive de ça, là. C'est difficile de me dire qu'il y a quelque chose de positif dans une tour en feu puis des cadavres qui sont en train de tomber. Sauf que quand on a fait le tarot, l'arcane sans nom apportait la mort. La carte numéro 14, Tempérance, c'était l'ange gardien qui venait chercher l'âme. Elle l'amenait jusqu'au diable, c'était le défi là, de la tentation du diable, est-ce que tu te réincarnes ou non? Si tu disais oui, ben, tu revenais au battleur. Donc, tu revenais sur Terre, tu te réincarnais. Mais si tu disais non, à ce moment-là, ça veut dire que tu étais prêt à revenir vers les étoiles. On appelait ça le principe de l'échelle planétaire. C'était cette idée que l'âme vient des étoiles. Elle a descendu par l'échelle des 7 planètes. À l'époque, il y a seulement 7 planètes. On n'a pas encore découvert Neptune, Uranus et Pluton. Donc, on descendait par l'échelle des 7 planètes. Et quand on mourait, si on retournait aux étoiles, si on retournait à notre nature divine, bien, on repassait par l'échelle planétaire pour remonter jusqu'en haut. Et la façon dont on l'exprimait, c'est qu'on disait que quand on naissait, on avait 3 corps. Un corps physique, un corps qu'on pourrait dire dans le langage moderne psychologique, émotionnel, puis l'autre corps, c'était l'âme. C'est vraiment le côté sacré et divin. Alors, quand arrivait le diable, si on refusait le diable et qu'on était prêt à revenir aux étoiles, qu'on était prêt à revenir à notre divinité, on appelait ça la chute des corps, parce qu'on acceptait de laisser tomber définitivement 2 de nos corps, le corps physique et le corps psychologique. Ceux-là allaient tomber sur Terre et le dernier corps, l'âme, allait être catapultée vers le jardin d'Éden, allait être catapultée vers les étoiles pour revenir à la divinité. Et il y avait une grande symbolique, une grande métaphore à l'époque du corps humain qu'on disait que c'était la maison Dieu. La maison de Dieu dans le sens où notre corps était vu comme un temple qui abrite une parcelle de Dieu et que c'est cette parcelle qui va être libérée, que les 2 autres corps vont tomber. Et quand on comprend cette idée, puis qu'on regarde tout d'un coup à nouveau la carte de tarot, mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on a effectivement 2 corps qui chutent et on a un temple qui s'appelle Maison Dieu, d'ailleurs, et on a un temple, et si on le regarde de proche, on se rend compte qu'il ne reçoit pas du feu du ciel. En fait, il s'ouvre et la flamme bleue, elle est ascendante. Elle monte vers les étoiles parce que c'est une illustration de ce moment où on va renoncer définitivement à nos 2 corps terrestres, psychologiques et physiques, et que notre âme, la parcelle divine, va être catapultée vers le jardin d'Éden, vers les étoiles pour un retour à notre identité originelle qui est divine. Fait que là, si on comprend ça, tout d'un coup, on est dans une scène qui est plutôt joyeuse. Au sens où, en tous les cas, si on y réfléchit en termes d'évolution spirituelle, c'est le moment où le cycle des incarnations est terminé. On a même réussi le défi du tentateur, du diable. On a réussi ça, on a dit non et on est prêt à revenir à notre origine divine. Et c'est ça le sens vraiment du dessin. On disait même à l'époque, on pense que c'est moderne, l'idée des atomes, mais en fait, ça date de 2000 ans. C'est les Grecs en premier qui ont commencé à penser que tout dans l'univers était fait en atomes, sauf qu'à l'époque, on disait que c'était des atomes des 4 éléments. Donc, les atomes de feu, d'air, d'eau. Et donc, quand on mourait, on disait que les atomes étaient libérés. Encore une fois, si je vous ramène au dessin original, qu'est-ce que vous retrouvez tout autour? Vous retrouvez des atomes. Toutes les boules qui sont autour de la maison Dieu, ben, c'est les atomes qui se défont parce que le corps chute, parce que les 2 corps chutent. Donc, il y a des atomes de feu, il y a des atomes de terre. Tout ça est en train de se défaire, mais l'âme, elle est éternelle, elle est immortelle et elle revient à sa nature. Bon, il va falloir l'adapter dans une lecture de tarot. Je veux dire, si je tire ça, ça ne veut pas dire que je meurs aujourd'hui et que je retourne au ciel ou je ne sais pas trop quoi. Mais il y a quand même cette idée que c'est une carte qui est très positive parce qu'elle montre un moment où on laisse quelque chose derrière nous qui ne nous est plus utile. Les 2 corps qui tombent, on n'a plus besoin de ça. Et on est à un moment de notre vie où est-ce qu'en quelque part, on est catapulté
à un niveau supérieur. On est catapulté à la prochaine étape. On vient de faire un grand bond en avant. Fait que c'est une carte dans laquelle il y a beaucoup d'audace, il y a beaucoup d'ambition. C'est une carte qui peut montrer que quelqu'un obtient quelque chose qui va peut-être même au-delà de ce qu'elle espérait obtenir parce qu'il y a un côté coup de canon, coup de théâtre dans la carte. Et si elle est tirée à l'endroit, encore une fois, si on utilise le code endroit et envers, bien, si elle est utilisée à l'endroit, c'est un peu pour me dire que ma cliente, elle est audacieuse, elle est ambitieuse, elle voit la réalisation de certains de ses rêves. Il y a un défi qui est devant elle, elle le relève avec brio, ce défi. Elle passe à l'étape supérieure, elle monte dans les échelons. Donc, peu importe le type de tirage, il y a vraiment cette notion d'une forme quand même de grande réussite dans la Maison Dieu. Quand elle est à l'envers, effectivement, elle m'avise que c'est une carte qui a beaucoup d'énergie. C'est un canon. Donc, c'est un canon, c'est une arme à feu, c'est quelque chose qui a une explosion. Je veux dire, on peut se servir d'un canon comme dans une fusée pour aller sur la Lune, mais on sait aussi qu'une navette, ça peut exploser. On l'a vu, là, tu sais, une navette spatiale, il peut y avoir un accident, puis il peut y avoir une explosion et des morts. Alors, je dirais que la Maison Dieu, quand elle est à l'envers, j'y fais très attention, parce que c'est un peu comme si on me parle de l'énergie d'une fusée. Si elle est à l'endroit, elle m'amène au bon endroit. Mais si elle est à l'envers, elle est explosive. Alors, encore une fois, le but du coaching, du conseil, c'est d'essayer de comprendre avec le client pourquoi. Peut-être que mon client va trop vite. Peut-être qu'il a été trop audacieux. Peut-être qu'il est trop ambitieux. Peut-être qu'en quelque part, il monte les échelons, mais trop vite à la fois. Donc, il y a un peu ce message de dire, est-ce que je maîtrise l'énergie actuelle? Parce qu'il faut que je fasse attention, elle est explosive, cette énergie. Est-ce que je la maîtrise? Et souvent, la Maison Dieu inversée, c'est comme une preuve d'humilité. C'est de se dire, ouais, peut-être que je vais un peu vite pour mes capacités, pour mes moyens, pour tout ça. Peut-être que si je ralentissais, que je réfléchissais un peu, je pourrais lentement mais sûrement remettre cette carte à l'endroit. Mais à la base, souvenez-vous, dans la vision des anciens, c'était le moment où on retournait à notre origine divine. Donc, ils avaient vraiment, vraiment une vue hyper positive Ça à fait propos penser un de ce peu à dessin-là. Saturne, ça. Nous rasseoir assez Oui, tu sais, dans notre humilité, là, c'est comme OK. oui. Oui. Oui, des fois, j'utilise une métaphore avec Saturne, avec le Capricorne, de dire qu'on veut arriver en haut de la montagne, mais en quelque part, est-ce qu'on a choisi la bonne montagne? Parce qu'il faut faire attention, si on a choisi la mauvaise montagne, on est en train de gravir quelque chose qui peut nous rendre très malheureux ou qui peut nous apporter beaucoup d'échecs, de troubles, de difficultés. Donc, l'idée étant, c'est bien d'être ambitieux, il faut juste être ambitieux pour les bonnes raisons, les Oui, bons motifs. C'est ça qui va oui, ça, c'est un garantir bon que ça va conseil. bien aller. C'est un bon conseil. Sébastien, Oui, merci d'avoir parlé des cartes, vraiment. Euh, Merci pour ta générosité. Il y a Mélodie qui a demandé en début de l'entrevue si c'était possible de parler du fou. Est-ce que tu crois que ce serait possible de toucher, tu sais, oui. juste un petit peu au fou, tu sais, parce que je trouve tellement que l'histoire autour du fou est intéressante, puis j'ai envie d'en savoir plus également. Oui, je pense que l'aspect, à mon avis, qui va être le plus révélateur pour le fou en quelques minutes, c'est au fond que dans le tarot traditionnel, il Mm. ne porte pas de nombre. Toutes les cartes sont nombrées de 1 à 21, sauf le fou. Alors, on a une difficulté avec le fou. Si on le place à la fin du tarot, il devient le 22, mais en même temps, si on avait voulu qu'il soit vraiment à la fin, on aurait écrit 22. Si on le met au début du tarot, juste avant le battleur, il serait le 0. Mais si on avait vraiment voulu qu'il soit le 0, on l'aurait écrit. Donc, pourquoi est-ce que les anciens n'ont pas mis de nombre sur cette carte? Parce qu'en fait, ce que le fou représente, c'est un principe d'évolution complète. J'aurais envie de dire qu'on peut comprendre le fou à l'image de l'arcane sans nom dont on a parlé aujourd'hui, mais là où l'arcane sans nom peut représenter le fait de tourner un chapitre dans un livre, le fou est souvent l'équivalent de fermer le livre, de le mettre de côté et de commencer un livre complètement différent. Alors, si dans un tirage, l'arcane sans nom sort, on pourrait voir par exemple un couple qui doit se transformer pour pouvoir aller de l'avant. Souvent, quand le fou sort, il y a un peu cette idée que j'ai juste plus envie d'être en couple avec cette personne-là. J'ai envie d'aller vers un couple complètement différent. Ça veut dire qu'il peut être le 22, au sens où il peut
être après l'achèvement du monde. OK, j'ai complété quelque chose dans le monde, mais maintenant c'est assez, j'ai fait le tour du jardin, j'ai plus envie d'être là. Donc, le fou peut devenir le 22, au sens où on quitte quelque chose qui a été accompli pour aller vers quelque chose de complètement inconnu. Mais quand le fou fait ça, ben, il va aussi devenir le 0, puisqu'éventuellement, il va redevenir un débutant, il va redémarrer quelque chose et le démarrage est dans le battleur. Alors là, il devient le 0 parce qu'il précède le battleur. C'est un peu cette double possibilité qu'a le fou dans son absence de nombre, où on nous montre que c'est une période de notre vie où est-ce qu'on quitte quelque chose qui est terminé et on s'en va vers quelque chose de complètement nouveau, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, on est dans cette période de transition entre le fait de savoir que quelque chose est terminé et de ne pas encore avoir trouvé ce qu'on va débuter de nouveau. Et je pense que c'est ça la façon la plus simple de comprendre Oui, l'énergie c'est de assez clair. Tu sais, de on cette dirait aussi carte-là. que, comment tu l'expliques par rapport au fait qu'il n'y ait pas de nombre, ça donne un peu, ça donne l'image du cycle, tu sais, du tarot, de l'aspect circulaire, là, tu Oui, sais, vraiment que... Oui, voilà, on peut ça... mettre le tarot comme une roue. Ou est-ce que le 21, Exact. disons le 21 termine l'horloge, le fou est en haut, puis C'est ça. le battleur recommence l'horloge, puis on est toujours en Oui. train de faire le cycle. Il y a même beaucoup d'auteurs qui voient l'absence de nombre comme même la possibilité qu'on peut placer le fou entre chacune des cartes. Ah, Puis je suis très d'accord avec cette idée, parce qu'il peut être au fond le principe d'évolution qui permet de chaque carte à passer à la suivante. Tu sais, on dit souvent que l'impératrice, oui. elle va gouverner, par exemple, les papiers, les documents, l'écrit. Oui, mais un jour, le document que je Mm. suis en train de faire, il faut qu'il soit édité. Ou le plan de la maison que je suis en train de dessiner, bien, il faut qu'il se concrétise. Puis pour ça, j'ai besoin de l'empereur. Mais le fou, c'est peut-être aussi la force d'évolution qui me permet de partir du plan de ma maison sur papier et d'aller vers la réalisation, la construction de la maison avec l'empereur. Qu'à la limite, on peut même voir le fou partout, entre chacune des cartes, comme quoi que le tarot est toujours en Comme l'aspect évolution à transitoire, notre là, image. très intéressant. Très, très, très Exact. intéressant. Je ne l'avais jamais vu comme ça, puis on dirait que ça vient comme... ça fait comme un petit puzzle dans ma tête qui se met en place de le voir comme ça, là, parce que ça fait tellement de Oui, sens. Parce que oui, c'est comme, ah, c'est pas à la fin, puis c'est ni le début, mais en même temps, c'est la fin, puis c'est le début, mais en même temps, c'est comme, ben, il serait partout finalement. oui. C'est ça, il est un peu tout à la fois. Puis j'ai même lu, là, tu sais, je vais un peu plus loin là, que la question de mélodie, là, je vais entrer dans un cadre très, très philosophique, mais j'ai lu aussi beaucoup de réflexions entre le tarot et le bouddhisme, par exemple, où est-ce que, et l'hindouisme, et où est-ce que quelquefois on fait la comparaison entre le Hum? fou et le hum, Oui, l'espèce de oui, son primordial qui est oui. partout, qui est en arrière de tout. Et il y a des auteurs qui tirent des liens entre le fou, son absence de nombre et cette énergie qui est finalement le vide dans lequel surgit une pensée, le vide dans lequel surgit l'univers. Alors ça, c'est très philosophique là, comme réflexion. On ne va pas utiliser ça dans une lecture de tarot, Oui, puis de le mais ça comprendre reste, ça aussi. vient de là. Oui, Ça vient de oui, cette puis idée de que le le fou est voir, en on dirait arrière de que tout. ben, ça fait voyager du coup dans dans l'interprétation, tu sais, parce on le cerne plus dans l'énergie. Oui, Sébastien Michel, merci. Sébastien, si avec plaisir. jamais il y en a qui sont intéressés à suivre des cours avec toi ou voir un petit peu c'est quoi les services que tu offres et tout, est-ce que tu peux nous parler un peu d'où est-ce peut te trouver? Absolument. Ma première recommandation, ce serait quelque chose de complètement gratuit. C'est ma chaîne YouTube. Alors, c'est simple, c'est youtube.com/Sébastien Michel, en un mot. Pourquoi je réfère les gens là? Parce que beaucoup des conférences ou des cours que j'ai donnés dans les dernières années, j'en ai filmé des extraits puis je les ai mis gratuitement sur la chaîne. Donc, je crois qu'il y a déjà une base complètement gratuite qu'on peut aller chercher au travers de la chaîne. Puis surtout, à mon avis, c'est la meilleure façon de me connaître et de s'assurer que je suis Mhm. le bon enseignant pour la personne, que ça clique, qu'il y a quelque chose qui se passe. Après ça, si la personne adore ce qui est sur ma chaîne YouTube, bien, sur mon site web, sébastien-michel.com, sur mon site web, il y a deux écoles. Il y a une école virtuelle qui est une école par webinaire que les gens peuvent écouter au rythme et au moment qui leur convient. Puis il y a l'école classique qui est vraiment ma formation professionnelle en tarot et en astrologie. Ça, c'est en direct. Il faut vraiment être connecté. Je vois les étudiants, j'interagis avec eux, là, ils posent des questions puis je réponds. Donc, c'est ça les trois possibilités. YouTube,
école virtuelle ou école classique, et l'école virtuelle et classique au Parfait, travers de mon merci site web. Sébastien. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. Ayant suivi pas mal toutes les formations, je pense qu'il y a juste celle sur les talismans là, que j'ai pas suivi. Ah oui, puis la révolution solaire, je l'avais pas encore suivi, mais bon. Euh, pour celles et OK. ceux qui sont intéressés à prendre un cours de tarot puis que ça clique avec Sébastien Michel, vous n'allez pas le regretter. Je vous le dis, là, c'est vraiment pour avoir une bonne base de tout, là, autant en astrologie qu'en tarot, qu'en numérologie. Je vous encourage. Je ne suis pas la seule qui est passée par son école. C'est vraiment. Puis ça donne une bonne référence aussi. Tu sais, quand les gens ils savent que Sébastien t'a fait la télé aussi, tu as quand même une bonne réputation, donc c'est quand même ça donne une bonne référence là, de confiance de suivre un cours avec toi. Donc, je vous encourage. Fait que je vous souhaite Merci une belle beaucoup. journée à tout le monde. Merci Sébastien encore. Bonne journée. Bye bye.